Salut à tous, on vous retrouve aujourd'hui avec Jules qui a eu envie de venir partager sa passion. Donc Jules est passionné de biodiversité, d'oiseaux beaucoup. Il fabrique aussi des nichoirs pour mettre dans les jardins et compagnie. Donc tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Avec grand plaisir. Salut. Bonjour. Merci d'être venu pour partager tout ça. Merci de me recevoir, bonjour tout le monde. Donc on entend de plus en plus là dire que la biodiversité ça s'écroule, ça s'effondre un petit peu. Donc moi je suis ravi déjà de faire cette série là. On va se voir bientôt avec quelqu'un de l'OPE pour parler aussi d'insectes. Là on va parler peut-être plus d'oiseaux. En même temps c'est lié, j'imagine. Complètement. Et d'oiseaux et de la petite faune du jardin. Ouais, ok. Maintenant tout est complètement imbriqué, tout est complètement lié. Voilà, c'est ça, ouais. On peut pas attirer un sans attirer l'autre, quoi. Donc voilà, on va parler de petite faune, d'oiseaux et tout ça. Déjà, par rapport à tout ce qui est biodiversité, t'en penses quoi toi? On en est où là? C'est la merde un peu ou pas? Alors je pense qu'avant tout, pour être sûr de parler de la même chose, il faudrait qu'on redéfinisse la biodiversité. Donc la biodiversité, littéralement, c'est la diversité de la vie, donc la diversité du vivant. Une notion qui paraît assez claire comme ça, et puis finalement qui englobe beaucoup de choses, donc on peut la résumer, ou en tout cas moi je la résumerai, par la diversité des milieux, d'une part, la diversité des espèces, et la diversité à l'intérieur d'une même espèce. Mais surtout, ce qui est important pour moi de rajouter, c'est que toutes ces diversités-là, tous ces trois niveaux de définition sont complètement imbriqués et interconnectés. Donc si on met en valeur cette imbrication, cette interconnexion entre ces éléments-là, on se rend compte que si un maillon de cette biodiversité est malade ou absent, ou est retiré, c'est l'ensemble du réseau qui va en pâtir. Donc là, il y a déjà pour moi, un premier élément de réponse à ta question, où est-ce qu'elle en est la biodiversité? Il faut se poser la question, où est-ce qu'en sont ces trois milieux de définition? Est-ce que l'ensemble est-ce que les habitats aujourd'hui sont encore suffisamment variés, sont encore suffisamment riches, ce qui permettent donc d'avoir une grande variété d'espèces, et au troisième niveau, une grande variété à l'intérieur des espèces. Ouais, c'est ce que j'avais entendu dire. Voilà, l'effondrement de la biodiversité, c'est pas forcément au niveau du nombre d'espèces, mais par contre les populations elles sont en train de chuter, quoi. Alors, ce qui, moi, me fait me dire que c'est du coup pas trop tard. Il faudrait juste les aider à continuer à se reproduire en fait. Complètement, et c'est ce qu'il y a souvent, comme tu disais tout à l'heure, on entend de plus en plus parler de la 6e extinction de masse, l'effondrement de la biodiversité. On entend beaucoup de discours comme ça qui sont presque culpabilisants ou qui paraissent fatalistes, et on n'a pas de solution derrière. Donc on est là, on est un peu crispé derrière nos écrans à se dire oulala, le monde va mal. Mais en fait, c'est pas si grave que ça, dans le sens où le déclin il est réel, cette extinction, en tout cas cette dynamique vers l'extinction elle est réelle, il y a des chutes de population, et on est sur des données qui sont factuelles. On a des scientifiques qui travaillent un peu partout dans le monde et qui œuvrent à répondre la même chose. On est sur quelque chose de factuel qu'on ne peut pas nier. Maintenant, la précision et tout le positif réside là-dedans, c'est que on n'est pas sur une extinction de masse à l'heure d'aujourd'hui. Les espèces disparaissent pas à l'heure d'aujourd'hui de manière hyper rapide. C'est-à-dire que les espèces diminuent grandement, et c'est là que réside tout le problème, mais elles n'ont pas encore disparu. Et tant qu'on continue à avoir une diversité au sein d'une même espèce, on peut encore raviver cette espèce, on peut encore la booster les dynamiques et changer. C'est trop tard et c'est déjà dramatique pour les espèces qui ont déjà disparu, mais c'est encore complètement positif, et on a encore beaucoup de champs d'action et de leviers pour inverser la dynamique sur toutes les populations qui s'écroulent. Cool, on perd pas espoir, quoi. On ne perd pas du tout espoir, et justement ce qu'il faut retenir de ça, moi j'aime bien une expression du philosophe Baptiste Morisot, qui est un philosophe mais qui est aussi à la réalité du terrain. Il fait le suivi du loup par exemple, donc il passe pas mal de temps avec les naturalistes, etc. Et lui, dans son dernier livre, il parle de l'expression et le titre même du livre, c'est « Raviver les braises du vivant ». Et moi je trouve cette expression très jolie, et elle parle d'elle-même, c'est-à-dire que le vivant n'est pas encore mort, le vivant est en train de sombrer, en tout cas les populations sont en train de chuter, et c'est pas vrai pour tout le monde d'ailleurs, c'est pas vrai pour toutes les populations. Par contre on peut le raviver, on peut changer les dynamiques, et de nouveau voir un foisonnement de vie, et de nouveau rétablir des équilibres. Génial. Le feu n'est pas encore éteint, quoi, juste souffler un peu sur les braises. Donc comment on fait? Comment on souffle sur les braises? On va faire pas mal de choses là pendant ce petit entretien. Tu
en train toi de créer, enfin tu as créé ton entreprise, on en parlera un petit peu après. On va commencer un peu par du général, on va dire. C'est quoi les méthodes? Comment on souffle sur les braises? Comment on fait pour favoriser la biodiversité dans son jardin? Alors justement, le détail réside, en tout cas pour moi, dans les réponses que je vais donner dans les derniers mots que tu as donnés, dans le jardin. C'est-à-dire que on a mille et une manières d'aider la biodiversité à l'heure d'aujourd'hui. Et moi, je ne peux répondre que parce qu'on peut faire chacun à son échelle. Et c'est mon cheval de bataille, entre guillemets, c'est de proposer quelque chose qui va être transposable à tous. Chacun à sa mesure, chacun dans son lieu, et qu'il soit en ville avec un petit balconnet ou un petit jardinet, ou alors en campagne, ou alors un agriculteur qui a envie d'œuvrer un petit peu plus, voir un petit peu plus de vie à l'intérieur de chez lui. Ouais. Donc simplement, je donnerai des éléments de réponse sur ce qu'on peut faire chacun à sa mesure. Et un chiffre que j'aime bien, c'est que si on mettait l'ensemble des jardins des particuliers en France côte à côte, on obtiendrait 4 à 5 fois la surface des réserves naturelles de France. Ouais. Donc ce chiffre-là, il nous rappelle finalement qu'on est ou qu'on peut être les premiers acteurs de la protection de la biodiversité en France. Souvent on est là à se dire mais je peux pas, moi ma mesure c'est une goutte d'eau si j'accueille les hérissons, par rapport à tout ce qui se fait, mais finalement tout ce que chacun on peut faire à notre échelle, ça crée des hectares et des hectares de lieux qui sont protégés et donc un foisonnement de vie. C'est une bonne info ça. Et puis pour moi, tout le positif réside dans ce genre d'informations qui sont pas assez relayées. Et qui nous donnent un pouvoir. Le pouvoir on l'a déjà, mais en tout cas qui nous font prendre conscience du pouvoir et de l'impact qu'on a chacun à notre échelle. Ça me fait penser, moi j'ai envie presque de faire un lien avec, on pense beaucoup à l'agriculture et polluante et compagnie, par rapport à l'utilisation des pesticides. Les agriculteurs raisonnent, utilisent les pesticides, alors il ne faut pas en utiliser, c'est pas bien, hein, mais les agriculteurs l'utilisent au mieux qu'ils peuvent. Par contre les petits jardiniers, c'est eux qui ont souvent tendance à en mettre un petit peu plus, et les gros soucis de pollution, c'est tous les petits jardiniers là, tous ensemble, qui au final font des gros dégâts. Mais là ce que tu dis, c'est que dans l'autre sens, tous ces petits jardiniers ensemble, s'ils faisaient des choses pour favoriser, là pour le coup on a un beau pouvoir aussi quoi. Complètement. Ah, génial. Alors pour répondre à ta question, parce que j'ai pas vraiment répondu, j'ai répondu sur le potentiel qu'on pouvait avoir, mais pas sur comment faire. Et oui, qu'est-ce qu'on fait alors? En fait, on va décomposer la réponse en 3 points. Pour moi, c'est un petit peu ce qui me guide aussi quand j'interviens sur des lieux. C'est-à-dire qu'il y a 3 étapes. La première étape, et c'est d'ailleurs la première étape souvent qu'on entend aussi, un des premiers principes de permaculture, c'est avant toute chose, qu'est-ce qu'on fait? On observe. Donc l'observation, ça va être cette étape qui va nous faire prendre du temps dans notre jardin, à savoir qui est-ce qui peuple aussi nos jardins. Quels sont les milieux dans lesquels ils évoluent, observer les dynamiques qui sont un peu à l'œuvre, les lieux de passage, les lieux de reproduction, les lieux de vie, et aussi les lieux où il ne se passe rien. Donc ça c'est toute l'observation qu'on peut faire, et plus on en fera, mieux on sera au courant de ce qui se passe sur notre terrain déjà à l'heure actuelle. Et l'observation va aussi se faire sur les terrains d'à côté, chez les voisins, et même un petit peu plus largement à l'échelle du quartier, à l'échelle du village. Pourquoi? Parce que un oiseau, un hérisson, une sauterelle, toutes ces espèces-là, c'est pas des espèces qui vivent dans notre jardin. C'est des espèces qui voyagent, qui ont besoin de diversité, qui ont besoin de voltiger ou de papillonner d'un jardin à un autre. Ouais. Et ça se trouve que quand on va observer le jardin du voisin, on va se dire mais pourquoi est-ce que j'entends chanter les grenouilles chez lui et pas chez moi? Le voisin a installé une mare. Ouais. L'autre voisin de l'autre côté, j'entends le rossignol qui chante ou le chant bouleversant du merle. Pourquoi est-ce que moi je l'ai pas? Parce que lui a décidé de planter il y a quelques années une haie avec de diverses essences, une haie variée, dans lesquelles sont inféodées ces espèces. Ouais, avec l'observation, ça va donner pas mal d'idées déjà. Ouais. Donc il va y avoir effectivement des idées à piocher aussi à droite à gauche, ou des choses, peut-être que dans le jardin d'à côté, je vais ne rien voir, et ça va m'informer aussi sur pourquoi je vois rien chez lui, un peu plus chez moi, sur la richesse du milieu, ou les choses à faire, mais aussi à ne pas faire. Donc cette phase d'observation, elle est assez importante, enfin, elle est pour moi cruciale, et elle mène à la deuxième phase qui va être l'interrogation. C'est-à-dire comment on traite ces données, qu'est-ce qu'on fait de ces données-là.
pourquoi cette espèce est présente, pourquoi celle-là elle n'est pas encore présente chez moi. Donc tout le raisonnement qui va derrière, qui nous fait se poser la question des besoins finalement de chaque espèce. Et alors quand on commence à étudier les espèces et se dire mais qu'est-ce qu'elle a besoin pour se nourrir, qu'est-ce qu'elle a besoin pour faire ses petits, pour nidifier, qu'est-ce qu'elle a besoin pour s'abreuver, etc. Et dans ce cas-là, on va petit à petit obtenir des réponses sur les milieux qu'on peut favoriser pour favoriser la présence de cette espèce ou en faire revenir si on les a vus chez le voisin et pas chez nous. La deuxième chose dans l'interrogation, le deuxième point, ça va être aussi de se poser la question de l'impact qu'on a sur notre jardin. C'est-à-dire quelles sont les actions, on utilise notre jardin, mais quelles sont les conséquences des actions qu'on met en place. Elles peuvent être positives ou négatives, mais en tout cas se poser la question à chaque fois qu'on fait un aménagement de se dire je suis en train d'influer sur un milieu, donc sur plusieurs espèces, est-ce que ça va favoriser leur présence ou leur absence, ou est-ce que ça va les contraindre, et est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente. Donc là on a cette notion dans l'interrogation pour moi qui arrive avant l'action, c'est-à-dire de penser une cohabitation finalement. C'est un petit peu tout le... Il y a du vent, il y a toute la serre, j'espère que la serre ne va pas s'envoler avant la fin. C'est un petit peu pour moi toute l'importance, et si on devait résumer d'ailleurs comment aider la biodiversité, on pourrait même s'arrêter avant même l'action à se dire finalement il faut apprendre à cohabiter avec la vie, à faire une colocation avec le vivant, accepter de faire une colocation avec le vivant parce qu'il va nous le rendre d'une certaine manière. Ouais, et c'est pas toujours avantageux non plus, quoi. Si on veut des hérissons par exemple, il faut savoir favoriser les gastéropodes. Et si on favorise les gastéropodes, c'est pas cool pour nos salades. Donc des fois il faut savoir faire la part des choses quand même aussi, quoi. Complètement, mais en même temps on ne peut pas se permettre, et je pense que c'est une des problématiques aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de sélectionner, de choisir. Si on en revient un petit peu à ce qu'on disait au début, chaque espèce est interconnectée à son milieu et avec les autres espèces. On est sur une interdépendance, sur une chaîne trophique où si on veut un équilibre, il faut favoriser l'ensemble des espèces. Ouais. Souvent on entend des jardiniers ou des permaculteurs qui nous disent j'ai des soucis d'image, j'ai des soucis de ravageurs, j'ai des soucis de maladies, j'ai des campagnols qui infestent, etc. Est-ce qu'on a mis en place les milieux qui vont être favorables à la régulation de ces populations? Est-ce qu'on a mis en place en amont et en aval tous les milieux nécessaires à la vie à toutes les échelles? Et ouais, il faut savoir accepter qu'il y ait de tout, et c'est comme ça que ça s'équilibre, et c'est comme ça que ça marche. De toute façon, c'est pas un kit où on peut dire allez, ça je veux pas. Non, il faut toute la liste complète, sinon c'est pas équilibré, quoi. C'est ça. Mais tout en ayant chacun, je pense, on peut prendre en compte les problématiques de chacun, et on n'est pas obligé d'héberger la couleuvre sur le palier de notre porte, et on peut la mettre, lui favoriser un habitat au fond du jardin si on en fait une phobie. Pour d'autres qui en seraient passionnés, on peut la rapprocher un petit peu plus de nous, etc. Ouais. Bon, après, quand on a une phobie de ce genre de bestiole-là, je pense que les serpents et les araignées, c'est vraiment les deux trucs les pires. Il y a toujours des gens qui supportent pas ça. Il faut apprendre à travailler sur ça aussi, quoi. Parce que moi, depuis que j'ai fait mon jardin, il y a des mares quasiment depuis le début. Les grenouilles sont arrivées très très vite, et derrière, il y a les couleuvres qui suivent forcément. Et puis ça arrive souvent, tous les ans, on tombe sur des couleuvres en train de manger des grenouilles. Moi perso, je trouve ça génial, mais les gens qui ont peur des serpents, il faut apprendre à travailler sur cette peur, quoi. On peut pas dire allez, moi je veux pas de serpent, je veux des grenouilles mais je veux pas de serpent. Non, ça ça marche pas, quoi. C'est ça. Maintenant c'est un peu difficile de composer avec, et je pense qu'il faut se rappeler, surtout pour les serpents, une de leurs caractéristiques c'est quand même de rester bien cachés. Donc, si on leur met des milieux propices où ils vont avoir le plus possible de cachettes, on les verra pas. Il y a énormément de gens qui ont des serpents chez eux et qui n'en ont pas du tout conscience. Et c'est ça, ce qui est d'ailleurs très bien. Comme ça, chacun est préservé. Donc, juste pour finir sur les 3 points, on a donc l'observation, l'interrogation ensuite, le changement de paradigme, ou alors l'évolution de la colocation, de la cohabitation avec le vivant. Et ensuite, on va passer à l'action. On va reprendre la définition de la biodiversité, c'est-à-dire la diversité des habitats, favoriser la diversité des espèces et la diversité au sein d'une même espèce. Pour le premier point, maintenir et recréer des habitats, finalement, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, plus on va créer des habitats qui vont être différents, pour parler en général, plus on va avoir d'espèces. Donc,
essayons de rajouter une mare, on va rajouter une prairie fleurie, on va rajouter une zone humide, un muret en pierre sèche, un tas de bois, un compost, finalement tout un tas de biotopes, donc de milieux différents. Et plus ça va être varié, plus on va avoir de vie. Ouais. Deuxième échelle, qui dépend de la première, on a dit plus on a de milieux, donc plus on a de variété d'espèces. Par exemple, si on met en place, on plante un verger à proximité d'une zone ouverte, on risque de favoriser la présence de la chevêche. Dans notre grange, si on donne un accès à l'extérieur, on peut obtenir la visite des hirondelles rustiques. Dans la mare, comme tu le disais, on va voir arriver cette fois les grenouilles, les tritons, les papillons dans la prairie fleurie, etc. Donc, à chaque milieu va se développer tout un cortège, et souvent bien plus qu'on imagine, d'espèces variées. Et ce qui est encore, pour clore les trois étapes de cette diversité, ça va être la diversité au sein d'une même espèce. Pourquoi finalement ? Parce que on va vouloir un brassage génétique pour ne pas avoir trop d'espèces incestueuses. Une blague un peu à part. Finalement, la diversité d'une même espèce, au sein d'une même espèce, va permettre la capacité d'adaptation au changement du milieu. Et va être dépendante de ce processus-là. C'est-à-dire s'il ne nous reste plus qu'un seul couple d'une seule espèce qui doit faire face à tout le changement d'aménagement, d'utilisation de notre milieu, ils vont peut-être pas avoir les ressources pour le trouver. Alors que si on a une cinquantaine de couples d'une même espèce, certains vont développer des stratégies que d'autres n'auront pas forcément eu le temps de faire, etc. Donc ça, c'est sur la réponse à qu'est-ce qu'on peut faire dans son jardin. Pour résumer, plus on a de biotopes variés, plus on a de milieux variés, plus on aura d'espèces différentes qui vont les occuper, comme on le répète depuis tout à l'heure. Donc sur l'action aussi, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a vu ce qu'on pouvait faire au jardin, on a aussi souvent assez peu conscience qu'on a un impact sur les espèces aussi à l'échelle de notre région, ou même de la France entière, voire même des espèces à l'international. Pourquoi ? Finalement, par notre consommation. L'idée, c'est de se dire finalement, de se poser la question, quelles sont les entreprises que je finance quand je donne mon argent à quelqu'un, quels sont les modes de production surtout que je finance, et donc quels sont les impacts de ces modes de production sur la vie sauvage. Et là, finalement, on se rend compte que, quand on se pose la question de l'impact des milieux naturels, sur la fabrication, par exemple, la fabrication d'un objet, qu'est-ce que ça induit, sa fabrication, qu'est-ce que ça induit le transport jusqu'à moi, on va se rendre compte et se dire que finalement, en tout cas se poser la question sur est-ce que je peux pas consommer différemment pour éviter d'influencer une espèce qui se trouve à l'autre bout du monde. J'ai pas envie de citer ce nom-là, mais arrêtez de manger du Nutella pour favoriser l'orang-outan, quoi, par exemple. Enfin, alors, en fait, tout ce qu'on fait a un impact qui est énorme. C'est ça, et puis même à l'échelle de la France, sans partir en Indonésie, quand on achète un produit qui est issu d'une agriculture, par exemple, standardisée, qui nous mène vers l'uniformisation des paysages, vers moins en moins de haies bocagères, etc. On a donc moins de diversité de milieux au sein de ces milieux de production, donc moins d'espèces. En fait, c'est toujours se poser la question de la diversité du milieu et donc de la diversité des espèces qui sont possibles. Quand j'achète quelque chose ou quand je donne mon argent à quelque chose, est-ce que ce quelque chose favorise ou pas la présence de milieux variés et donc d'espèces variées ? Je pense que ça peut se simplifier à ce niveau-là. Moi, je rajouterais pas de pesticides. Complètement. Et garder la flore sauvage le plus possible. Complètement. Ça va, ça. Alors ça, je peux pas te contredire là-dessus. Un chiffre qui est un petit peu, encore une fois, l'idée c'est pas d'y voir un discours culpabilisant ou alarmant ou fataliste, mais on estime 50% des jardins où on utilise des produits à l'intérieur encore aujourd'hui en France. C'est pas trop tard, c'est pas perdu, et surtout, pour moi, l'important réside dans l'idée qu'on peut quand on a une problématique, on peut faire autrement que de tuer. On a toujours d'autres solutions que de tuer, on a toujours d'autres solutions que de placer des insecticides, des pesticides, des fongicides, etc. Et se rendre compte qu'un insecticide, comme tu l'as déjà dit aussi,
n'est jamais sélectif. Ah non. Et ça, malheureusement, on n'en a pas conscience. On achète un anti-limace, on se dit, bon, bah, ça va juste me réguler ma population de limaces et je vais pas faire de mal. Je suis pas en train d'anéantir toute la vie sur Ouais. Je vais pas tuer les hérissons avec de l'anti-limace. Et finalement, je vais juste le priver de son alimentation. Et puis, bah, c'est ça, on se rend pas compte que la limace morte à cause de l'anti-limace va quand même se faire manger par le hérisson, qui peut manger des cadavres. Donc lui, il va porter la toxine en lui, et puis lui, il va se faire ensuite manger peut-être par le blaireau qu'il y a derrière. Donc à son échelle aussi, on a finalement contaminé toute la chaîne. On n'utilise pas. Donc pas de... Il y a la moitié des jardins qui en utilisent, du coup ça veut quand même dire qu'il y a la moitié qui n'utilise plus de pesticides. Exactement. Encore une fois, on est vraiment pas mal là-dessus, et je pense qu'on est sur une dynamique où il y en a de moins en moins qui les utilisent et qui trouvent de plus en plus de solutions. Ouais, vu comme ça, c'est bien quand même. Donc du coup, on a vu comment il fallait faire tout ça, comment il fallait appréhender la chose. Ça sert à quoi? Pourquoi il faudrait le faire? Est-ce que c'est bien de favoriser la biodiversité? Question bête. Encore une fois, là, on va avoir plusieurs niveaux de réponse. On peut répondre sur plusieurs angles. Et je pense que la première chose à se dire, c'est que si on se rappelle qu'on est partie prenante de cette biodiversité, si on se rappelle qu'on est une espèce animale parmi d'autres, et si on reprend la définition de la biodiversité, ça veut dire qu'on est interconnecté et interdépendant des autres espèces et donc des autres milieux. Autrement dit, ça veut dire que préserver la biodiversité, c'est se préserver nous-mêmes. Ouais. Donc ça, c'est pour moi le premier élément de réponse, et peut-être ça pourrait même être le seul, ou le plus important. Un autre élément de réponse qui va peut-être parler à plus de gens aussi de manière plus concrète, ou en tout cas aux jardiniers, aux permaculteurs, c'est de se dire que la biodiversité, elle va offrir aux jardiniers un gain de temps, un gain d'argent, un gain d'énergie, simplement parce qu'elle va travailler à notre place. On aura moins à faire contre, parce qu'on va intégrer plus d'éléments dans notre système, et les éléments, eux, plus on va avoir de vie entomophone, plus ils vont travailler notre sol à notre place. On peut le repenser autrement, on n'aura plus de travail du sol à effectuer, ou alors différemment, très peu. Les oiseaux, si on les accueille au jardin, ils risquent de se poser sur nos piquets qui vont finalement petit à petit fabriquer notre haie naturelle. Plus on va avoir d'espèces sur notre milieu, plus on va avoir un milieu qui va être équilibré. Donc moins d'espèces qui vont être vues comme indésirables. Tu sais, on parle souvent de ravageurs. Ça arrive parce que... j'ai du mal avec cette vision-là. Il y a les gentils et les méchants, quoi. Et c'est ça. Et les méchants, finalement, c'est simplement des espèces qui sont en surnombre dans notre jardin. Et au lieu de se dire, on se dit l'espèce est le problème, ils sont en surnombre, donc c'est l'espèce le problème, on ne s'est pas dit, on pourrait voir les choses autrement et se dire, c'est parce qu'il y a un déséquilibre dans mon système. Mais si j'intègre d'autres espèces dans mon système, je vais avoir une régulation de ces populations, donc elles n'auront plus cette définition d'invasives ou de ravageurs. On aura un équilibre. Et aussi, on a ce même niveau de réflexion sur les maladies, sur les développements de maladies, sur telle ou telle plante, etc. C'est toujours une même question, est-ce qu'on a le prédateur qui va être favorisé ou pas? Est-ce qu'il y a le milieu pour qu'il soit présent? Ça va permettre d'avoir un milieu résilient et équilibré, quoi. Exactement. Et qui finira par être productif, du coup. Et donc il sera plus productif parce qu'on y cherche un intérêt. Pareil, une autre définition, un autre intérêt qu'on peut avoir à préserver la biodiversité, ça va être d'accueillir du beau, de l'embellissement, de l'émerveillement dans le jardin. Ça paraît anodin comme ça, mais pour moi, par exemple, la présence de fleurs, la présence de papillons, la présence d'oiseaux, ce foisonnement de vie, c'est un cadre propice, pour moi, ne serait-ce qu'à l'apaisement, à la méditation, à la sérénité, à me poser dans le jardin, à observer et juste dire c'est juste plaisant d'être ici dans ce jardin-là. Et je pense que ce foisonnement de vie-là, plus je vais avoir de biodiversité, plus ça va être propice à ce cadre-là. Un jardinier émerveillé dans son jardin, il est plus souvent présent et donc plus productif du coup. Il a peut-être aussi plus envie de travailler. Par exemple, quand on va installer un abreuvoir, une fontaine, et on va observer le rouge-gorge se baigner dedans, ou comme on le disait tout à l'heure, entendre le chant bouleversant du merle ou du rossignol. Tout ça, c'est des choses qui sont juste, qui sont un apport, on va dire, qualitatif et qui participent à l'émerveillement, au beau, au bien-être dans son jardin. Le dernier élément de réponse, pour moi, ça va être, est-ce qu'on devrait forcément chercher une contrepartie? Est-ce qu'on devrait avoir une raison, forcément, pour favoriser la biodiversité?
C'est vrai. C'est moi qui te pose la question, mais non. Est-ce qu'on pourrait ne pas faire une place au vivant simplement pour lui permettre de continuer à exister? Ouais, bravo. Merci de me remettre à ma place. Je le prends pas comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est une belle réponse. Alors moi j'avais une question, du coup là on va parler de trucs encore un peu pratiques par rapport aux nichoirs. Est-ce qu'il faut mettre des nichoirs? Est-ce qu'il faudrait mettre beaucoup de nichoirs? Est-ce qu'il y a un risque à en mettre trop? Est-ce qu'il y a des façons particulières, des lieux particuliers où les mettre? Ça j'imagine que oui. Ça fait beaucoup de questions à la fois peut-être. Peut-être, j'en ai oublié probablement la moitié. Mais voilà, parler de nichoirs. J'ai encore la première en tête. Est-ce qu'il faut installer des nichoirs? Je pense qu'il faut rien du tout. Je pense qu'il faut plutôt comprendre quelles sont les dynamiques à l'œuvre, quels sont l'état des populations pour se dire ensuite comment est-ce qu'on peut les aider. Au niveau des oiseaux, on a dans nos paysages de moins en moins de cavités, encore une fois parce que les nichoirs répondent aux oiseaux qui sont cavernicoles, donc qui utilisent des cavités. On va trouver de moins en moins de cavités dites naturelles, donc c'est-à-dire des arbres morts ou des vieux arbres avec une branche qui va casser, qui va créer une cavité. On a tendance à donc enlever les arbres morts, on voit nos haies bocagères dans nos campagnes disparaître, les façades des bâtiments qui sont rénovées, nos granges, nos vieilles bâtisses qui sont elles aussi rénovées. Donc c'est tout un tas d'infractuosités, tout un tas de cavités qui sont bouchées et donc les ornithologues alertent en disant attention, on a de moins en moins de cavités propices donc à la nidification de ces oiseaux-là. Et donc c'est pour cela qu'en réaction, on va créer des cavités artificielles pour répondre à ce manque qui a été créé là. Donc ça veut dire que dans un milieu qui n'aurait pas été endommagé au préalable, on n'aurait pas de raison de mettre de nichoirs. Ouais. Mais parce que le milieu a été abîmé, voilà, on arrive en compensation en proposant des cavités naturelles. Donc ça c'était la première question. Ouais. Après la question c'était du coup on en met pour combler ça. Est-ce qu'il y a un risque à en mettre trop? Ou est-ce que ça sert à rien d'en mettre trop non plus? Alors c'est une question que j'ai posée au tout début quand je me renseignais, avant de me spécialiser dans les nichoirs et dans l'ornithologie. C'est une question que je posais justement à un ornithologue alors que je posais mon premier nichoir chez moi et que je m'interrogeais sur ces questions-là. Et il me disait, tu sais, avant d'avoir trop de nichoirs, on a vraiment de la marge. Ouais. Et en France et en Europe, donc on peut y aller. Maintenant, effectivement, il va être quand même plus intéressant de favoriser certaines espèces, donc certains types de nichoirs, notamment les espèces donc, qui sont plus sensibles, qui ont des dynamiques de population qui sont plus alertantes, que d'autres qui se portent pas trop mal. Donc il va plutôt y avoir une réflexion sur quel type de nichoir poser, pour quelle espèce, plutôt de se poser la question est-ce que j'en mets pas trop ou est-ce qu'il va y en avoir trop si j'en mets. Par contre, on peut se poser légitimement cette question à l'échelle d'un jardin. À l'échelle d'un petit jardinier, je ne vais pas mettre 50 nichoirs en espérant avoir 50 espèces. Ça va dépendre effectivement de la taille et des espèces. Parce que chaque espèce va plus ou moins tolérer une autre espèce ou un membre de la même espèce en fonction de la présence en nourriture et ce qu'il va y avoir suffisamment pour que je nourrisse mes petites ou les tiens, etc. Donc ça va vraiment dépendre des lieux. Pour répondre généralement, est-ce qu'il y a un risque de trop de nichoirs? Non, on a vraiment de la marge. On peut se reposer la question dans 10 ans. Après, j'imagine que pour chaque espèce et les endroits où on les pose et tout ça, pour chaque espèce, c'est différent. Il y a des trucs un peu spécifiques, ouais. C'est ça. Malheureusement, on peut pas donner une réponse toute faite. Ça va être, encore une fois, chaque espèce a son milieu qui va être propice. Certains, ça va être la haie. Certains, ça va être assez haut dans un arbre. Certains, ça va être dans un milieu ouvert. D'autres, dans la forêt. Certains, sur la façade. D'autres, dans la grange. Il y en a certains pas trop près des habitations parce qu'ils sont plus peureux, il y en a d'autres par contre au contraire, là moi je vois le troglodyte et le rouge-queue noir. Tout à fait. C'est rouge-queue noir que j'ai eu, mais c'est vraiment à 1 mètre de nous, ils font leur nid, c'est génial quoi. Alors peut-être parce qu'on n'y est pas à fond, on n'est pas hyper actif sur certaines zones, mais en tout cas à côté de la cuisine, ils font leur nid là quoi. Complètement. Et ça encore une fois, là où réside le positif et ce qu'il y a d'assez fabuleux, c'est qu'il y a de plus en plus d'espèces qui se sont
inféodés au milieu anthropisé, donc au milieu modifié par l'homme. Adaptés à nous, quoi. Ils se sont adaptés à nous, et donc d'une certaine manière sont aussi dépendants du coup de ce qu'on met à disposition ou pas. Peut-être que s'ils ont niché très très proche, c'est que probablement ils n'avaient pas de quoi le faire assez loin pour pouvoir être tranquille, ou alors c'est comme tu disais, vous n'étiez pas encore là au moment où ils ont développé, ont commencé à nidifier, peut-être au mois de mars-avril, alors que le lieu était encore un peu calme. Ils se sont dit il ne va pas y avoir de risque, ils n'ont pas anticipé. Ils ont commencé à faire le nid, on est arrivé après, et ils y sont restés, quoi. C'est ça. Ah, mais c'est génial de voir les petits, on s'y est attachés quand ils sont partis, les petits, on était tristes. C'est un spectacle toujours fabuleux, et qu'on peut justement observer plus facilement en mettant des nichoirs. On sait qu'on va se mettre à distance avec des jumelles, avec un appareil photo, et voir les allers-retours incessants. Une mésange, ça peut être jusqu'à 500 allers-retours par jour. Un couple de mésanges pour aller nourrir leurs petits, donc là on a un spectacle tout au long de la journée. Et puis là les chenilles qui font des ravages dans le potager, voilà. Si le nid est pas loin du potager, il n'y a aucune chance pour les chenilles de trop survivre. Il va rester peut-être 2-3, mais... Exactement, on repense la chaîne dans son ensemble, et donc on obtient un équilibre. Génial. Et j'avais une autre question, donc, par rapport au nichoir, bon ça voilà, je m'attendais un peu à ça. Par contre il y a un truc que je vois beaucoup faire, que moi je fais aussi un petit peu parce que j'aime bien voir un petit peu les oiseaux. Est-ce qu'il faut les nourrir? Alors ça, les petites boules de graines comme l'hiver, les mangeoires à graines. Est-ce qu'il faut les nourrir? Alors chaque réponse que je donne pour cette question-là et pour toutes les autres, je me renseigne auprès et je ne fais que relayer les conseils des experts, c'est-à-dire des ornithologues ou de la Ligue de protection des oiseaux. Donc ce ne sera jamais moi et mon dogme qui vient répondre à la question. Ça, c'est important de le préciser parce que chacun y va un petit peu de sa sauce. Moi je préfère, pour toutes ces questions-là, des nichoirs, des oiseaux et finalement peu importe le geste que je vais faire pour la vie sauvage, d'abord me renseigner auprès des experts, des personnes qui sont formées à ça, puis ensuite relayer les bons comportements. Est-ce qu'il faut nourrir? Oui, mais seulement l'hiver. Et finalement, j'aime même pas l'expression de est-ce qu'il faut nourrir, c'est est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on devrait apporter un complément. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que c'est pas un animal domestique qu'on doit nourrir, c'est pas un animal sauvage qu'on doit nourrir. L'idée, c'est de comprendre le mécanisme, les dynamiques. L'hiver, ils ont de moins en moins de ressources à disposition, ils ont de plus en plus de difficultés à trouver, surtout quand il neige ou quand il y a des grands froids. On a vu que les insectes sont ralentis, ou en tout cas ils sont dans le sol, il y a tout un tas de choses qui se passent mais cachées, bien à l'intérieur des arbres, etc. Bref, c'est difficile pour eux de trouver des solutions pour répondre à leurs besoins alimentaires. Donc oui, on peut donner un coup de main en apportant uniquement des graines de tournesol et se poser la question aussi du système de production, donc plutôt biologique pour éviter de relayer les pesticides, etc. à l'intérieur de ces graines. Donc voilà, les conseils qui viennent des experts nous indiquent qu'il faut essayer de nourrir a priori, enfin donner un apport qu'avec ces graines de tournesol. On bannit les boules de graisse. On va bannir finalement quasiment tout le reste, sauf on peut effectivement des fruits, des restes des trognons de pommes, etc. Encore une fois issus d'agriculture. Du coup je me dis, plutôt que d'aller acheter des graines de tournesol et se demander comment elles ont été produites, on fait pousser des tournesols dans son jardin, c'est joli à la saison de la floraison, et quand c'est fané, on les laisse pour les oiseaux. Formidable. Et finalement, c'est... Et puis les arbres fruitiers, on laisse les fruits sur l'arbre aussi, et pareil, pardon, je t'ai coupé. Complètement, non mais c'est ça, c'est que tu réponds beaucoup mieux que moi à la question, c'est-à-dire que souvent on se dit, est-ce qu'il faut nourrir, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de nous, et qu'on donne, et ça vient manger dans le mangeoir, etc. Mais la meilleure façon d'aider les oiseaux en hiver, de les nourrir entre guillemets, c'est de planter une haie variée, c'est de planter une haie avec des cornouliers, des arbousiers, des fusains d'Europe, tout un tas d'arbustes comme ça qui vont offrir des baies, les cédulières qui vont nous offrir des baies l'hiver, des tournesols comme tu disais, etc. Bref, offrir une diversité végétale. Apporte beaucoup aussi, quoi. On a beaucoup la haine ou la peur du chardon qui est hyper envahissant. Si on laisse fleurir les chardons, déjà en fleurs c'est joli, mais et si on le laisse même grainer tout ça, on a le chardonneret et d'autres oiseaux qui mangent ces graines et qui font partie des oiseaux les plus colorés qu'on ait en plus, quoi. Tout à fait. Donc génial. Un autre truc pour les gens qui voudraient maintenant apprendre plus, tu disais c'est bien de savoir s'informer. Comment est-ce que toi tu t'es formé déjà, et si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui voudrait se former, est-ce qu'il y a des sites, des livres, des assos,
Qu'est-ce que tu conseillerais par rapport à ça? Alors il y a énormément de choses, il y a tout ça à la fois, et puis il y a le terrain, l'expérimentation de notre jardin, encore une fois l'observation. Ce qui est de plus formidable dans l'observation, et je pense que c'est la meilleure des formations, c'est qu'on se rend compte quand on va dans notre jardin ou quand on s'arrête à l'extérieur, en forêt, en prairie, n'importe où, dès lors qu'on passe un petit peu de temps à observer, on va se rendre compte qu'il y a une diversité de vie encore à l'heure d'aujourd'hui. C'est encore quelque chose d'extrêmement positif et de très rassurant. Et de se poser la question, qui sont ces espèces-là? Prendre des jumelles, observer en ville même. On a encore plein d'oiseaux, encore en plein centre-ville d'Albi. Hier, j'ai recensé une dizaine d'espèces d'oiseaux dans un tout petit jardinet qu'on est en train de transformer en refuge. Il y a de la diversité là, de la vie. On est mi-janvier, du coup, en plein mois de janvier. En plein mois de janvier, encore une diversité d'espèces assez fabuleuse. Donc la première réponse, c'est comment se former. Pour moi, on peut se former déjà dans son jardin sans rien dépenser, sans rien faire, mis à part de passer du temps à observer et à se demander quelles sont ces espèces. Donc après, bien sûr, des guides d'identification pour les oiseaux, pour les insectes, qui sont assez peu coûteux, ou en tout cas qui se trouvent assez facilement et qui nous permettent de se poser la question et de connaître super bien notre faune. Donc, j'ai eu la chance effectivement de rencontrer et d'avoir un ornithologue qui me prend sous son aile, sans mauvais jeu de mots, effectivement. C'était voulu ou pas? C'était pas voulu. J'adore. Et qui, donc, que je remercie ici, et qui m'a donné énormément de clés de détermination sur le terrain, en observant, me dire tiens, là tu vas plutôt regarder la queue, ou là tu vas plutôt regarder la forme des ailes, etc., qui va te permettre d'identifier tel ou tel oiseau, ou le comportement s'il évolue au sol, en l'air, etc. Donc ça, c'est des ressources qui sont disponibles à l'échelle de tout le monde et dans n'importe quelle région, via la LPO. Ils organisent des sorties, donc la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Ils organisent des sorties, ils ont énormément de bénévoles qui sont formés et qui sont tout à fait souvent très intéressés et disponibles pour accueillir plus de monde dans leurs balades naturalistes, etc. Et c'est une des choses que j'imagine il y a dans des régions, des clubs où ils font des sorties, des trucs comme ça, ou alors, elle est donc la Ligue de protection des oiseaux, elle est à l'échelle nationale, et puis elle a des bureaux, elle est à l'échelle de chaque département, où je crois qu'elle est absolument présente dans tous les départements, ou à minima à la région. Et donc après, il y a des groupes locaux qui, eux, vont être, je sais pas, regroupés 4-5 villages ou un peu plus, et qui, eux, sont les référents, ils sont les personnes actives, ou qui vont te relayer vers telle ou telle personne pour aller faire une balade, ou pour aller, je sais pas moi, pour obtenir des nichoirs, ou que sais-je encore. Donc ça, c'est encore une fois aller sur le terrain et essayer de trouver des personnes ressources. Moi, c'est un petit peu ce que j'essaie de proposer aussi via les balades naturalistes que je commence à mettre en place. C'est-à-dire tout ce que j'ai appris, toutes les richesses que j'ai reçues de ces personnes-là, j'essaie de les transmettre à mon tour, donc organiser des balades à l'intérieur d'une ville ou dans une forêt au bord de rivière, et donner les clés de détermination de telle ou telle espèce. Bon, on essaiera d'en faire une ensemble bientôt. Suivez sur le site du Jardin des Merveilles, on fera une date. Avec plaisir. Après, il y a je sais pas si tu avais fini, mais il y a aussi ta boîte que tu as créée. Donc pour les gens qui voudraient du conseil, tout ça, maintenant on peut aller sur Permafaune. Permafaune, exactement. Tu nous parles un peu du coup de ce que tu as créé là? Alors Permafaune, c'est donc le concept, c'est justement d'accompagner les particuliers à leur échelle pour favoriser la biodiversité dans leur jardin. Donc ça, c'est le concept général, c'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que je fais? Soit je vais sur les lieux directement, donc comme on disait tout à l'heure, plutôt en région PACA pour l'instant et Occitanie. Je me déplace à domicile, et je viens à la rencontre de votre lieu, et j'essaie d'appréhender un petit peu les différents milieux, d'analyser le potentiel faunistique présent sur le lieu. Et donc en déduire avec cette phase d'observation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quel aménagement on peut faire pour favoriser un petit peu la vie, développer ou préserver les espèces qui sont déjà présentes, les espèces sensibles toujours en priorité, mais bien sûr l'ensemble, et comment ramener davantage d'espèces qui pourraient être présentes dans les alentours. On ne pas trop couper ici, alors bien sûr aménager ton chemin comme tu le fais déjà, tailler. Ouais. Mais si ici on a une densité végétale qui va arriver, ça va favoriser. Le troglodyte, il n'aime vraiment pas se montrer trop longtemps. Donc plus ça va être dense en dessous, plus le nichoir va être intégré dans la végétation. Là on voit qu'il y a du lierre qui commence à bien prendre. Lui il risque de revenir aussi. Mieux il va se sentir, et plus on aura de chance d'occupation. En plus là ici on a des bosquets qui sont quand même bien denses. On a le milieu forestier avec le sous-bois juste derrière. Donc c'est quand même propice à son installation. Le truc, ce qui serait bien, c'est que si tu peux l'isoler, c'est-à-dire qu'ici ce soit juste l'endroit où tu vas le faire, que tu puisses dévisser la planche pour virer le nid, nettoyer le nid et puis remettre. Parce que sinon ce serait utilisé 1 an, 2 ans, puis après plus jamais.
si c'est plein, en fait ils amènent à chaque fois les matériaux pour faire. Et ils enlèvent pas. Et ils enlèvent pas. Ah merde. Et puis si tu ne le nettoies pas chaque année, tu as un risque de prolifération de maladies, etc. Donc c'est pas dit que l'année d'après ils vont utiliser le nid parce qu'il y avait déjà quelque chose. Donc ça c'est la partie conseil et aménagement qu'on peut aussi penser à distance avec cette époque où on est un petit peu pas toujours libre de se déplacer pour l'instant, donc on peut aussi s'imaginer tout ça à distance. Tu fais du télétravail. Voilà, avec des visios, etc. En préparant vos photos, vidéos, on peut s'imaginer tout ça. Surtout étant spécialisé plus en ornithologie, donc comment accueillir les oiseaux cavernicoles, donc avec la construction de nichoirs, la livraison soit personnellement si c'est pas trop loin, soit on envoie dans toute la France. Après tu disais sud-est, sud-ouest, là tu peux aller sur place et du coup tu fais de l'installation de nichoirs aussi. Voir du suivi, l'entretien, etc. Okay. Donc ça c'est toujours un peu plus intéressant d'être sur place quand on peut se déplacer. Et puis après de la formation sur comment fabriquer un nichoir, comment le fabriquer correctement, parce qu'on voit toutes sortes de choses aussi, des nichoirs dans les grandes surfaces qui sont malheureusement au lieu d'être frunettes qui finissent par être un piège parce qu'ils sont mal conçus, etc. Il y a beaucoup de... c'est un sujet finalement qui c'est pas anodin juste de poser une boîte comme ça et se dire ça va suffire aux oiseaux, c'est plus complexe et ça peut devenir dangereux si c'est mal fait. Donc il y a de la formation sur les nichoirs et formation aussi sur comment accueillir la petite faune. Toutes les pistes, ça peut être une thématique, une journée thème sur le hérisson, une journée thème sur les oiseaux, etc. Ok, génial. Et puis les balades naturalistes, comme on l'a dit aussi tout à l'heure. Tu dis, tu proposes de la formation aussi? Genre un groupe serait intéressé, tu irais faire une journée de formation ou... Avec grand plaisir, encore une fois, tant que c'est pas à l'autre bout de la planète et que c'est possible. Du coup, je mettrai le lien dans la description sous la vidéo, permafaune.com. Voilà, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, mais ça vaut le coup. Les oiseaux préférés, est-ce que je te la pose cette question? J'en ai pas. T'as des oiseaux préférés? Non, encore une fois, on est sur la même idée de j'arrive pas à faire de sélection dans le vivant et plus j'étudie le vivant, plus je me fascine pour des espèces qui avant pour moi n'avaient pas d'intérêt, ou finalement on les voyait tellement souvent qu'on en était presque blasé, quoi. Alors que finalement quand on s'intéresse au mode de vie de l'espèce, à toute sa complexité, on rentre dans un univers qui peut être tout à fait fascinant, quoi. Enfin, qui est tout à fait fascinant, on peut l'affirmer. Donc non, pas d'oiseaux préférés, pas d'espèces préférées, elles sont toutes à favoriser, elles sont toutes à aider, et elles sont toutes à avoir dans le jardin pour, encore une fois, avoir un jardin équilibré. Il n'y a pas d'oiseaux dangereux. Pas pour nous. Encore une fois, non, c'est pas ça. C'est que j'ai du mal à répondre à cette question par rapport au fait que ce soit dangereux pour nous, donc on devrait moins les favoriser. Joli. Voilà, donc j'ai pas envie d'y répondre. Il n'y a pas d'oiseaux dangereux pour nous à la même image que les serpents ou que des espèces comme ça dont on aurait peur à première vue, ou parce qu'on a entendu parler un serpent m'a mordu ou quelqu'un s'est fait attaquer par une buse. C'est des comportements qui sont pas propres à l'espèce, c'est-à-dire que l'espèce n'est pas naturellement dangereuse. Si on est passé juste à côté d'un nid de rapaces, on a fait l'escalade à côté d'un nid d'aigle royal qui est en train de nourrir son petit, l'aigle royal il va pas vous laisser attaquer son petit, même si c'était pas le but prévu, donc il risque de... À sa place on ferait pareil, je crois. Et à sa place on ferait complètement pareil. Pour la couleuvre ou pour les vipères, etc., c'est exactement la même chose. Tant qu'on leur laisse de l'espace, tant qu'on leur donne une zone à évoluer, qu'on les laisse tranquilles, ils nous laissent tranquilles. Donc... Bon, écoute, génial. Génial. Vraiment, merci beaucoup pour tout ça. Vraiment, allez voir sur son site, et puis si vous avez besoin de conseils, contactez-le, il y aura tout ça dans les liens. Et puis on se retrouve bientôt, on va aller installer quelques nichoirs déjà là. Cool. Et puis on se revoit bientôt pour faire des balades naturalistes et tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez suivi jusque-là, bravo, merci. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. À très vite. Salut.